Il le prenait pour un vagabond sans défense, une proie facile pour une cruelle farce virale. Lorsque 3 adolescents issus de familles aisées ont violemment attaqué le berger allemand d'un homme discret, ils ont ri et sont repartis à bord de leur SUV de luxe. Ils ignoraient que ce chien était un chien policier décoré et que son maître était un capitaine des Navy SEALs redoutables. La ville côtière de Westport, dans le Connecticut, n'était pas seulement un lieu où l'on affichait sa richesse. Celle-ci était transformée en arme. Les allées étaient pavées de galets importés. Le port regorgeait de yachts valant plusieurs millions de dollars, et les forces de police locales fonctionnaient davantage comme une société de sécurité privée, au service des ultra-riches. C'était le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver un homme comme Jonathan Hayes. 48 ans, Jonathan ressemblait à un fantôme qui avait décidé de s'installer. Il était grand, mince et buriné, avec une barbe grisonnante soigneusement taillée et des yeux de la couleur d'un océan en hiver. Il marchait avec une légère boiterie, presque imperceptible, souvenir d'un fémur brisé dans les montagnes de la vallée de Koringal. La plupart des membres de l'élite de la ville le prenaient pour un mécano à la retraite ou un pêcheur en mal de chance. Il portait des chemises en flanelle délavée, des bottes en cuir éraflé, et ne disait guère plus que quelques mots à la caissière de l'épicerie du coin. Mais Jonathan n'était pas mécano. Jusqu'à il y a 3 ans, il était capitaine dans la marine des États-Unis, affecté plus précisément au groupe de développement des opérations spéciales navales. Il avait passé 2 décennies à opérer dans les recoins les plus sombres et les plus violents du globe, menant des missions qui ne faisaient jamais la une des journaux télévisés du soir. Lorsqu'il prit enfin sa retraite, il ne voulait ni contrat d'édition, ni poste dans une société de sécurité privée. Il voulait simplement le silence. Et il avait son ombre. Kaiser était un berger allemand de race pure, pesant 90 palmes. Mais tout comme son maître, Kaiser n'était pas un civil. C'était un chien militaire de niveau 1 à la retraite, hautement entraîné à la détection d'explosifs, à la recherche d'indices et à l'arrestation de suspects. Kaiser portait une cicatrice irrégulière et glabre sur l'épaule gauche, causée par un éclat d'obus en Syrie, une explosion qui avait failli les tuer tous les deux. Le chien et l'homme partageaient un lien forgé par le sang et la survie. Ils communiquaient sans mots. Un léger mouvement des doigts de Jonathan suffisait à faire marcher Kaiser strictement au pied. Un subtil changement de posture de Jonathan indiquait au chien de rester en retrait. Pour un observateur occasionnel, Kaiser n'était qu'un animal de compagnie très bien élevé. Il marchait sans laisse aux côtés de Jonathan, ne poursuivant jamais les mouettes locales, n'aboyant jamais contre les Golden Retrievers soigneusement toilettés qui se jetaient sur lui depuis l'extrémité de leur laisse rétractable. Jonathan et Kaiser vivaient dans une petite cabane patinée par les intempéries, à la lisière même de la ville, là où les marais rejoignaient la mer. C'était une existence paisible. Malheureusement, Westport abritait également Trent Harrington. Trent avait 19 ans. C'était le fils aîné d'Arthur Harrington, un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire qui contrôlait pratiquement le comité d'urbanisme de la ville et la mairie. Trent était le genre de jeune homme qui n'avait jamais eu à faire face à aucune conséquence dans sa vie. Il conduisait une Mercedes wagon noire mat que son père lui avait offerte comme cadeau de fin de lycée après que Trent eut tout juste réussi à s'en sortir, avec une moyenne de C, dans son internat privé d'élite. Trent traînait avec une petite bande de complices tout aussi gâtés. Logan Pierce, un joueur de lacrosse amateur au sourire narquois et disposant d'un fonds fiduciaire, et Bryce Miller, un garçon un peu plus nerveux qui suivait surtout Trent partout pour s'imprégner du glamour résiduel du nom Harrington. Ensemble, ils considéraient Westport comme leur terrain de jeu personnel. Ils conduisaient de manière imprudente, vandalisaient les biens publics pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux et terrorisaient quiconque ils jugeaient inférieur à eux, sachant qu'un simple coup de fil aux avocats d'Arthur Harrington suffirait à faire disparaître toute accusation pénale. C'est par un mardi après-midi étouffant de fin juillet que leurs mondes se sont percutés. Jonathan avait emmené Kaiser pour leur promenade habituelle de l'après-midi à Centennial Park, un vaste espace vert bordant le port. Jonathan était assis sur un banc en bois isolé, à l'ombre d'un chêne imposant, en train de lire un roman de poche tout abîmé. Kaiser était allongé dans l'herbe fraîche, juste au pied de Jonathan, ses yeux ambrés à demi fermés sous la chaleur estivale, haletant doucement.
De l'autre côté du parc, le Gwagon de Trent a sauté le trottoir pour se garer illégalement sur l'herbe. Les lourdes portières s'ouvrirent dans un claquement, et Trent, Logan et Bryce en sortirent, brisant d'un seul coup le calme de l'après-midi. Ils étaient bruyants, insupportables et manifestement ivres, bien qu'ils fussent mineurs. Logan tenait son smartphone à la main, diffusant activement en direct pour ses milliers d'abonnés, tandis que Trent s'avançait d'un pas fanfaron, une lourde gourde Hydro-Flask en acier inoxydable à la main droite. « Je te le dis, cette ville est morte aujourd'hui », se plaignit bruyamment Trent, ses lunettes de soleil de marque remontées sur ses cheveux gominés. « Il nous faut du vrai contenu. » Le nombre de vues sur la dernière vidéo était pathétique. Bryce gloussa nerveusement en jetant un coup d'œil autour de lui. « On devrait peut-être aller au club de plage, mec. »« Tais-toi, Bryce » rétorqua Trent d'un ton sec. Il balaya le parc du regard à la recherche d'une cible facile. Un artiste de rue à railler, un garde forestier à harceler. Puis son regard se posa sur le chêne imposant. Il aperçut la chemise en flanelle défraîchie de l'homme assis sur le banc. Il vit le grand berger allemand balafré qui se reposait dans l'herbe. Les lèvres de Trent se tordirent en un sourire malveillant. « Regarde un peu cette racaille du coin. Ce type se croit le propriétaire du parc. » Logan braqua la caméra de son téléphone vers Jonathan. « C'est quoi le plan, mon pote? »« On réveille le chien, » dit Trent en faisant passer la lourde gourde en acier de sa main droite à sa main gauche. « Voyons si ce cabot a encore un peu de mordant. » Alors que les trois adolescents traversaient d'un pas fanfaron la pelouse impeccablement entretenue en direction du chêne, Jonathan Hayes ne leva pas les yeux de son livre. Il les avait entendus dès l'instant où ils avaient claqué les portières de leur voiture. Il avait suivi leur approche grâce au crissement de leurs baskets de marque sur l'herbe et au volume insupportable de leur voix. Les oreilles de Kaiser tressaillirent. Le berger allemand ne grogna pas, mais sa tête massive se souleva de ses pattes. Il leva les yeux vers Jonathan, attendant un ordre. Jonathan fit un signe de tête à peine perceptible vers le bas. « Reste !» Kaiser baissa à nouveau la tête, bien que ses muscles fussent désormais tendus comme des cordes. « Hey, le vieux !» aboya Trent en s'arrêtant à environ 10 pieds du banc. Jonathan tourna lentement la page de son livre. Il ne répondit pas. Logan ricana, tout en gardant l'appareil photo de son téléphone braqué sur la scène. « Je crois qu'il est sourd, Trent. Ou juste stupide. »« Hey, clochard !» lança Trent en s'approchant, désormais à quelques pieds seulement de Kaiser. « Mets une laisse à ton chien moche. C'est un parc public. Je me sens menacé. » Jonathan marqua calmement sa page, ferma le livre et le posa sur ses genoux. Il leva les yeux. Son visage était totalement dépourvu d'émotion. Un masque stoïque et inexpressif qui avait terrifié des insurgés endurcis à l'autre bout du monde. « Le chien est sous contrôle, » dit Jonathan d'une voix calme, grave et posée. « Je te suggère de t'en aller et de profiter de ton après-midi. » Trent ricana, jetant un coup d'œil à la caméra de Logan pour s'assurer qu'il était toujours la vedette du spectacle. « Tu me suggères de m'en aller? Tu sais qui est mon père? Espèce de moins que rien? Je peux te faire expulser de cette propriété en 5 minutes. Je me fiche de savoir qui est ton père, » répondit Jonathan d'un ton impassible. « Éloigne-toi du chien. » Trent sentit la colère monter en lui. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, surtout pas par quelqu'un qui portait des bottes qui semblaient sortir d'une friperie. Il voulait une réaction. Il voulait que le chien aboie et se jette sur lui pour pouvoir jouer les victimes devant la caméra et faire arrêter le vieil homme. « Ou quoi ?» lança Trent en faisant un pas de plus en avant, approchant dangereusement son pied du museau de Kaiser. « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ce stupide cabot va faire ?» Bryce, qui se tenait à quelques pas derrière, sentit soudain un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant chez cet homme assis sur le banc. Les gens normaux se mettaient en colère, avaient peur ou se mettaient sur la défensive. Cet homme, lui, restait parfaitement immobile. C'était l'immobilité d'un prédateur attendant que sa proie commette une erreur fatale. « Hey Trent !» marmonna Bryce. « On devrait peut-être juste partir. »« Tais-toi, Bryce !» hurla Trent. Il baissa les yeux vers le berger allemand. « Stupide chien bâtard et moche !» Sans crier gare, Trent ramena sa jambe en arrière et donna un coup de pied, visant directement les côtes de Kaiser avec sa lourde basket. Il le manqua. À la vitesse de l'éclair, Kaiser roula en arrière, esquivant le coup. Mais le chien ne recula pas.
Dressé pour neutraliser les menaces, Kaiser poussa un aboiement tonitruant et terrifiant, claquant des mâchoires à quelques pouces du tibia de Trent en guise d'avertissement. Trent poussa un cri, trébucha en arrière et laissa tomber ses lunettes de soleil. Son visage rougit d'une rougeur écarlate, sous l'effet de l'humiliation, tandis que Logan éclatait de rire derrière la caméra. « Il t'a presque eu, mon pote », gloussa Logan. Furieux, embarrassé et poussé par un sentiment de supériorité, Trent perdit la tête. Il agrippa sa lourde gourde hydroflasque, en acier inoxydable. Elle était pleine d'eau et pesait près de 3 pounds. Avant même que Jonathan n'ait pu donner un ordre vocal, Trent s'avança et balança la lourde gourde métallique de toutes ses forces, visant directement la tête du chien. L'acier heurta le côté du crâne de Kaiser dans un craquement écœurant. L'imposant chien poussa un hurlement aigu et déchirant, s'effondrant sur le côté dans l'herbe. Du sang se mit instantanément à couler autour de l'oreille gauche de Kaiser, emmêlant son pelage fauve. Le chien gémit, essayant de se relever, mais ses pattes vacillaient violemment. « Ouais, ça te plaît, espèce d'imbécile de 30, commença-t-il à crier. Il ne termina jamais sa phrase. En une fraction de seconde, le vieil homme silencieux et boiteux disparut. Jonathan Hayes bondit du banc avec une vitesse terrifiante. Sa main droite jaillit comme un piston, sa poigne de fer se refermant complètement autour de la gorge de Trent. L'élan souleva complètement le jeune homme de 19 ans. Les yeux de Trent s'écarquillèrent sous l'effet du choc et de la terreur, alors que ses voies respiratoires étaient instantanément écrasées. Il laissa tomber la bouteille en acier dans l'herbe. Il griffa frénétiquement le poignet de Jonathan, mais c'était comme essayer de plier du granit massif. Jonathan projeta Trent en arrière contre le tronc épais du chêne. Le choc fit sortir le dernier souffle des poumons du garçon. Jonathan se pencha, son visage à quelques pouces de celui de Trent. Les yeux de l'homme n'étaient plus calmes. Ils étaient sombres, violents et dépourvus de pitié. « Logan !» hurla Bryce en tombant en arrière. Logan laissa tomber son téléphone. La diffusion en direct roula dans la terre. « Si jamais !» murmura Jonathan d'une voix sifflante aussi tranchante qu'un rasoir, qui transperça l'âme de Trent. « Tu touches encore à mon chien. Je te mettrai en pièces, une par une, et je te disperserai dans l'océan. Tu m'as bien compris. » Trent ne pouvait plus parler. Il devenait violet. Il ne parvint qu'à hocher la tête frénétiquement, d'un air pathétique. Des larmes de terreur pure coulaient sur ses joues. Jonathan le retint une seconde de plus, laissant la certitude absolue de la mort s'ancrer dans l'esprit du garçon. Puis, avec un regard de dégoût absolu, Jonathan ouvrit la main. Trent s'effondra dans l'herbe, haletant et vomissant, serrant sa gorge meurtrie. Jonathan tourna immédiatement le dos aux adolescents. Il s'agenouilla dans la terre à côté de Kaiser. Le berger allemand haletait lourdement, du sang coulant de son oreille. Jonathan passa soigneusement ses mains expertes sur le crâne du chien, à la recherche d'une fracture enfoncée. « Doucement, mon pote. Ne bouge pas, petit malin », murmura Jonathan en sortant un mouchoir propre de sa poche pour exercer une pression sur la blessure. Derrière lui, Trent se releva tant bien que mal en toussant violemment. Sa peur se transformait déjà rapidement en une rage toxique et humiliante. Logan et Bryce se précipitèrent pour l'aider, le traînant vers la Mercedes. « T'es mort !» cracha Trent d'une voix rauque, pointant un doigt tremblant vers le dos de Jonathan. « Tu m'entends? T'es un homme mort. Mon père va te détruire. Je vais faire euthanasier cet animal vicieux. » Jonathan ne se retourna pas. Il maintint la pression sur la tête de Kaiser. Les adolescents s'entassèrent dans le wagon. Le moteur rugit, les pneus déchirant l'herbe du parc alors qu'il s'éloignait à toute vitesse, laissant Jonathan seul sous le chêne. Jonathan maintenait le chiffon ensanglanté sur la tête de Kaiser. Le chien lécha le poignet de Jonathan, en gémissant doucement. Jonathan baissa les yeux vers le sang sur ses mains, puis fixa les profondes traces de pneus laissées dans l'herbe par la Mercedes en fuite. Il avait voulu une vie tranquille. Il avait essayé de laisser la violence derrière lui. Mais tandis que Jonathan sortait un téléphone jetable de la poche de sa veste et composait un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 3 ans, le maire, la police et le milliardaire Arthur Harrington n'avaient aucune idée de ce qui s'apprêtait à s'abattre sur leur ville endormie et privilégiée. Ils venaient de déclarer la guerre aux mauvais hommes. Le domaine des Harrington s'étendait sur une falaise de 20 acres, surplombant le détroit de Long Island. C'était une forteresse de fer rouillé, de marbre italien importé
et d'arrogance transmise de génération en génération. À l'intérieur du bureau lambrissé d'acajou, Arthur Harrington claqua son verre en cristal sur son bureau, le liquide ambré de grande valeur débordant sur le bord. « Il t'a fait quoi ?» rugit Arthur, le visage rougeoyant d'un cramoisi profond et dangereux. Trent se tenait debout devant le bureau, jouant la comédie de sa vie. Sa gorge était enveloppée d'une écharpe en soie pour mettre en valeur les ecchymoses violettes de colère qui fleurissaient sur sa trachée. Il avait stratégiquement appliqué quelques gouttes d'eau sur son visage pour simuler des larmes. « Je me promenais simplement dans le parc, papa », mentit Trent avec aisance. Sa voix n'était qu'un murmure rauque et pitoyable. Logan et Bryce étaient avec moi. Ce sans-abri fou avait lâché son chien féroce. La bête s'est jetée sur moi sans aucune provocation. J'ai essayé de le repousser avec ma bouteille d'eau, et ce psychopathe m'a attaqué. Il m'a étranglé, papa. Il a littéralement essayé de m'assassiner en plein jour. Arthur serra les mâchoires. Il ne voyait pas seulement une agression contre son fils. Il y voyait une insulte à son empire de Westport. Personne ne respirait sans la permission d'Arthur Harrington. Tu as noté son nom? Non, renifla Trent. Mais il habite dans cette petite masure miteuse, près des marais salants. Le type qui boite. Arthur prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. C'était celui du chef Dale Lawson, le chef de la police de Westport, un homme dont l'hypothèque, par coïncidence, était largement subventionnée par une discrète allocation de consultants versée par Harrington Investments. « Dale », dit Arthur, dès que la ligne fut établie, sans s'attarder sur les politesses. « Nous avons un problème. Un vagabond près des marais salants vient d'agresser mon fils et de lâcher un animal dangereux sur lui. Je veux que cet homme soit mis en cellule, et je veux que ce chien soit abattu immédiatement. Ne m'obligez pas à appeler le maire à ce sujet. Considérez que c'est fait, Monsieur Harrington, répondit instantanément le chef Lawson. Je m'en occuperai personnellement. De l'autre côté de la ville, le marais salant était enveloppé dans le brouillard du début de soirée. À l'intérieur de sa cabane usée par les intempéries, Jonathan Hayes était assis, parfaitement immobile, au bord d'un fauteuil en cuir usé. Kaiser était allongé sur un épais tapis orthopédique près de la cheminée. Jonathan avait déjà nettoyé et suturé la lacération sur le crâne du chien à l'aide d'une trousse de chirurgie de campagne qu'il gardait dans son coffre. La bouteille en acier avait manqué l'os orbital d'une fraction de pouce, mais la commotion cérébrale était bien réelle. La respiration de Kaiser était superficielle. Ses yeux ambrés étaient vitreux de douleur. Chaque fois que le chien gémissait, une fureur froide et calculée s'enracinait davantage dans la poitrine de Jonathan. Il avait passé toute sa vie d'adulte à opérer selon des règles d'engagement strictes, survivant aux zones de combat les plus meurtrières de la Terre, en gardant un contrôle absolu sur ses émotions. Mais voir son fidèle partenaire, un chien qui avait détecté des engins explosifs improvisés à Fallujah et sauvé d'innombrables vies américaines, terrassé par un enfant gâté et arrogant, fit céder un barrage en lui. Le téléphone jetable reposait sur la petite table basse en bois. L'appel qu'il avait passé dans le parc avait été bref. Il n'avait pas appelé la police. Il savait comment fonctionnaient les villes comme celle-ci. Il avait appelé l'amiral Thomas Reed au Pentagone. Reed n'était pas seulement un officier de haut rang. C'était l'ancien commandant de Jonathan au sein du commandement interarmé des opérations spéciales, JC, et il devait la vie à Jonathan. Soudain, les oreilles de Kaiser tressaillirent. Un grognement grave et grondant fit vibrer la poitrine du chien. Jonathan se leva, sa posture passant de celle d'un maître en deuil à celle d'un agent vigilant. Il entendit le crissement du gravier à l'extérieur, suivi du claquement sourd des portières de voiture. Des lumières bleues et rouges clignotaient à travers les rideaux fins de la maison. Jonathan se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper. Le chef Dale Lawson se tenait sur le perron, flanqué de 3 adjoints lourdement armés. Leurs mains reposaient de manière menaçante sur leurs armes de poing dans leurs étuis. Lawson jeta un regard méprisant à la chemise en flanelle défraîchie de Jonathan et à son attitude calme. Jonathan Hayes exigea Lawson en s'avançant pour envahir l'espace personnel de Jonathan. « Oui », répondit Jonathan d'une voix calme. « Tournez-vous et mettez les mains derrière le dos. Vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures graves sur un mineur, tentative de meurtre et hébergement d'un animal dangereux non enregistré. »
Lawson sortit une paire de menottes en acier de sa ceinture et fit sortir le chien. Les services de contrôle des animaux sont en route pour l'euthanasier. Jonathan ne bougea pas d'un pouce, son regard glacial rivé sur celui de Lawson. C'est le garçon qui a attaqué mon chien en premier avec une arme. Ce chien est un chien de travail militaire à la retraite, un vétéran décoré des forces armées des États-Unis. Il est dûment enregistré et protégé par la loi. Je m'en fiche que ce cabot porte un insigne, cracha Lawson, sa patience s'évaporant. Tu t'es attaqué à la mauvaise famille, Hayes. Maintenant, tourne-toi ou mes hommes te mettront à terre. Vous vous trouvez sur ma propriété, chef, déclara Jonathan, d'une voix totalement dépourvue de peur, vibrante d'un calme meurtrier qui fit instinctivement reculer les 3 adjoints. Je me soumettrai à l'arrestation pour éviter toute violence inutile. Mais si l'un de vos hommes franchit ce seuil et touche à mon chien, je considérerai cela comme une intrusion hostile, et je défendrai ma maison. Lawson éclata d'un rire rauque et dédaigneux. Vous me menacez? Vous n'êtes qu'un vieil homme estropié. Menottez-le, les gars. 2 adjoints saisirent les bras de Jonathan. Fidèle à sa parole, Jonathan n'opposa aucune résistance physique. Il laissa l'acier froid cliqueter autour de ses poignets, son visage devenant un masque indéchiffrable. Ils le poussèrent brutalement vers l'arrière d'une voiture de police qui attendait. « Allez chercher le chien !» ordonna Lawson à l'adjoint restant, en désignant la porte ouverte de la cabane. L'adjoint fit un pas vers le porche. Depuis l'ombre du salon, Kaiser poussa un rugissement assourdissant et terrifiant. Même commotionné, ce berger allemand de 90 pounds ressemblait à un cauchemar fait de dents et de muscles. L'adjoint se figea, la main tremblante sur son arme. « Laissez le chien à l'intérieur », dit Jonathan depuis l'arrière de la voiture de police, sa voix transperçant l'air humide. « Verrouillez la porte. Il ne bougera pas tant que je ne serai pas revenu. » Lawson pesait le pour et le contre. Se faire mutiler ses hommes ne faisait pas partie du plan, et Arthur Harrington voulait avant tout que cet homme passe la nuit en cellule. L'euthanasie du chien pourrait avoir lieu le lendemain, lorsque la fourrière apporterait une perche de capture et des tranquillisants. « Très bien, enfermez-le », aboya Lawson. Il se dirigea vers la voiture de police et se pencha par la fenêtre, adressant un sourire malveillant à Jonathan. « Profite bien de ta cellule, Hayes. Ta vie dans cette ville est officiellement terminée. » Alors que les voitures de police s'éloignaient du marais, emmenant Jonathan dans les entrailles d'un système judiciaire local corrompu, les gyrophares illuminèrent un petit objet rectangulaire gisant dans la boue près des marches de la cabane. C'était une plaque d'identité militaire, et la tempête ne faisait que commencer. Le commissariat de Westport était un bâtiment moderne de verre et de briques, conçu pour paraître transparent et accueillant. À l'intérieur, cependant, il fonctionnait comme un circuit fermé de faveurs et de pots de vin. Jonathan fut poussé de force dans une salle d'interrogatoire. On lui laissa ses menottes, qui lui serraient fortement les poignets. Il resta assis sur la chaise métallique pendant 2 heures, fixant d'un regard vide le miroir sans teint. Il ne demanda pas d'avocat. Il ne demanda pas à passer un coup de fil. Il se contenta d'attendre, mesurant le temps qui passait au tic-tac de l'horloge murale. À 21 heures, la porte s'ouvrit en grand. Ce n'était pas un inspecteur qui entra. C'était Arthur Harrington, vêtu d'un costume italien sur mesure, dégageant une autorité absolue. Le chef Lawson se tenait juste derrière lui, jouant le rôle du serviteur obéissant. Arthur tira la chaise en face de Jonathan et s'assit. Il joignit les doigts en pointe, fixant Jonathan avec un mélange de dégoût et de triomphe. « Sais-tu qui je suis ?» demanda doucement Arthur. « Tu es l'homme qui n'a pas su élever son fils comme il faut », répliqua Jonathan. Les yeux d'Arthur lancèrent des éclairs de rage, mais il se força à esquisser un sourire glacial. « Tu te crois malin, tu n'es rien, tu n'es qu'une note de bas de page dans cette ville. D'ici demain matin, tu seras condamné à 20 ans dans un pénitencier d'État pour avoir agressé Trent. D'ici demain après-midi, cette bête sauvage qui est la tienne sera incinérée. Et tout cela parce que tu n'as pas su faire preuve d'un minimum de respect envers tes supérieurs. » Jonathan pencha légèrement la tête. « Ton fils t'a menti. C'est lui qui a attaqué le chien. Il a utilisé une bouteille en acier. Peu importe ce qui s'est passé, » rétorqua Arthur d'un ton sec, son masque se fissurant. « La vérité, c'est ce que je dis qu'elle est. Le juge est à moi. Le procureur est à moi. La police est à moi. Vous n'avez absolument rien. Je n'en serais pas si sûr.
murmura Jonathan. Avant qu'Arthur n'ait pu proférer une nouvelle menace, la lourde porte en bois de la salle d'interrogatoire ne s'ouvrit pas simplement. Elle fut violemment arrachée de ses gonds. Le chef Lawson fit un bond en arrière, la main tendue vers son arme, mais se figea instantanément. 4 hommes vêtus de coupe-vent tactiques du FBI envahirent la petite pièce, leurs armes de poing dans leurs étuis, mais les mains prêtes à agir. Ils se déplaçaient avec une efficacité synchronisée terrifiante. Derrière eux se tenait un homme grand et imposant, vêtu d'un uniforme impeccable de la marine des États-Unis, arborant sur ses épaules les étoiles d'argent d'un contre-amiral. Arthur Harrington se leva, outré. Qu'est-ce que cela signifie? Lawson, arrêtez ces hommes. Lawson tremblait, son regard s'agitant entre les agents du FBI et l'amiral. Monsieur, je n'ai pas compétence sur le gouvernement fédéral. L'amiral Thomas Reed ignora complètement le milliardaire et le chef de la police. Il se dirigea droit vers la table, baissant les yeux vers Jonathan. Son visage sévère s'adoucit légèrement. « Capitaine Hayes, veuillez m'excuser pour ce retard. L'espace aérien au départ de Washington était encombré. »« Pas besoin de t'excuser, Thomas, » dit Jonathan d'un ton calme. Arthur cligna des yeux, perplexe, luttant contre son arrogance. « Capitaine, de quoi parlez-vous? C'est un clochard. » L'amiral Reed tourna enfin son regard vers Arthur Harrington. Le regard de l'amiral aurait pu faire fondre de l'acier. Ce clochard est le capitaine Jonathan Hayes, des Navy SEALs des États-Unis. Il a reçu la Navy Cross, 2 Silver Stars et la Purple Heart. Il a mené plus d'opérations classifiées pour la défense de cette nation que vous n'avez de cellules cérébrales, Monsieur Harrington. Et le chien que votre fils lâche a agressé est un atout militaire décoré. « Je me fiche de son parcours militaire », s'écria Arthur, bien qu'une pointe de panique eût finalement pris racine dans sa poitrine. « Il a agressé mon fils. J'ai un témoin. »« Vous voulez dire Logan Pierce ?» demanda l'un des agents du FBI en s'avançant. Il posa un sac à preuves transparent sur la table métallique. À l'intérieur se trouvait un smartphone fissuré. Monsieur Pierce a laissé tomber ça en s'enfuyant du parc. Il diffusait l'intégralité de l'incident en direct sur un serveur privé. Nous avons récupéré les images stockées dans le cloud. L'agent tapota la tablette qu'il tenait à la main et la vidéo commença à défiler. Le son emplit la pièce silencieuse, la voix arrogante de Trent résonnant. On réveille le chien. Voyons si ce cabot a encore un peu de combativité en lui. Arthur regardait, le sang se retirant de son visage alors que la vidéo montrait clairement Jonathan, assis paisiblement, tentant de désamorcer la situation. Il regarda son fils Trent asséner brutalement un coup de bouteille en acier lourde à la tête d'un animal au repos qui n'avait rien fait pour le provoquer. Il regarda la riposte instantanée et mortelle de Jonathan, une véritable leçon de violence non létale maîtrisée, destinée uniquement à neutraliser une menace. Le silence dans la pièce était assourdissant lorsque la vidéo s'est terminée. Votre fils a commis un crime fédéral en vertu de la loi Pacted pour cruauté malveillante envers un animal d'assistance protégé par le gouvernement fédéral, déclara froidement l'amiral Reed. Il a également commis une agression aggravée avec une arme mortelle. Arthur déglutit péniblement. Nous pouvons régler cela discrètement. C'est un malentendu. Je suis un homme très puissant, amiral. Je peux faire un chèque dès maintenant à n'importe quelle association caritative. Gardez votre argent, Monsieur Harrington, l'interrompit l'agent du FBI. Vous en aurez besoin pour payer vos avocats. Nous avons exécuté un mandat de perquisition distinct dans les locaux de votre entreprise il y a 20 minutes. Il s'avère que lorsque le ministère de la Défense décide d'enquêter sur les antécédents d'un homme, il découvre toutes sortes de choses intéressantes, comme des sociétés écrans offshore, des fraudes électroniques et des pots de vin versés à des fonctionnaires locaux. Arthur Trabuchan reculant, ses genoux heurtant la chaise. Il se tourna vers le chef Lawson, en quête d'aide, mais celui-ci s'éloignait déjà, sa propre carrière défilant devant ses yeux, tandis qu'un autre agent du FBI s'approchait de lui avec des menottes. « Chef Dale Lawson, » dit l'agent, « vous êtes en état d'arrestation pour corruption, privation de droits sous le couvert de la loi et séquestration. Tournez-vous. » Arthur Harrington hyperventilait, l'illusion de son pouvoir absolu se brisant en millions de morceaux irréparables. Il fixa l'homme calme, en chemise de flanelle. Jonathan n'avait pas bougé, ne s'était pas réjoui, n'avait pas haussé le ton.
L'amiral Reed plongea la main dans sa poche, en sortit une petite clé et déverrouilla les menottes qui liaient les poignets de Jonathan. « Rentrons à la maison », dit doucement le capitaine Reed. « Un vétérinaire militaire vous attend à votre cabine. Kaiser va s'en sortir sans problème. » Jonathan se frotta les poignets meurtris. Il se leva, dominant de toute sa hauteur le milliardaire brisé. Il ne prononça pas de discours final spectaculaire. Les hommes comme Jonathan Hayes n'avaient pas besoin de mots pour se faire comprendre. Il se contenta de passer devant Arthur Harrington, laissant l'homme face à la ruine qu'il avait lui-même provoquée. 2 semaines plus tard, le soleil matinal se reflétait sur les eaux calmes du détroit de Long Island. À Westport, les gros titres avaient été entièrement accaparés par la chute de la famille Harrington. Trent Harrington était incarcéré dans une cellule de la prison du comté, sans possibilité de libération sous caution, dans l'attente de son procès pour cruauté envers les animaux et agression. Les avoirs d'Arthur Harrington avaient été entièrement gelés par le gouvernement fédéral dans le cadre d'une vaste enquête pour racket. Le chef Lawson avait déjà plaidé coupable des chefs d'accusation de corruption dans une tentative désespérée d'obtenir une réduction de peine. Près du marais Salon, l'air était vif et paisible. Jonathan Hayes marchait lentement au bord de l'eau, les mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste délavée. Il boitait toujours, souvenir indélébile du passé, mais ses épaules étaient détendues. À ses côtés, marchant parfaitement sans laisse, se trouvait Kaiser. L'oreille du berger allemand était soigneusement bandée, mais sa foulée était assurée, et ses yeux ambrés étaient vifs et attentifs. Une mouette plongea à ras de l'eau en criant bruyamment. Kaiser dressa les oreilles, suivant l'oiseau du regard, mais il ne quitta pas le talon de son maître. Jonathan s'arrêta, contemplant l'étendue infinie de l'horizon bleu. Il se baissa pour gratter doucement l'épaisse fourrure derrière l'oreille droite de Kaiser. Le chien se pencha vers sa main, poussant un soupir doux et satisfait. Ils avaient mené leur combat. Ils avaient survécu aux ténèbres. Et pour la première fois depuis très longtemps, alors que la brise océanique balayait le marais silencieux, l'homme et l'ombre étaient enfin en paix. La vérité a le don de refaire surface, même dans une ville bâtie sur le mensonge et la richesse. Quand on franchit la ligne, on en subit les conséquences. Et aucune somme d'argent ne peut vous protéger du poids de vos propres actes. Si cette histoire vous a ému et vous a rappelé que la justice et la véritable loyauté l'emporteront toujours, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres drames poignants tirés de la vie réelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle de ne jamais sous-estimer qui que ce soit.